Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Je vous propose aujourd'hui une promenade humoristique avec un artiste qui n'en manque pas du tout. Et j'ai le plaisir de recevoir Tex. Bonjour Tex. Bonjour Jazz, comment ça va? Je vais très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci également d'avoir pris le temps de venir nous voir. Il se trouve qu'en ce moment j'ai un peu de temps, d'ailleurs c'est presque une annonce, j'ai un peu de temps, hein, si vous voulez m'employer, j'ai du temps là. Tex a du temps, mais du temps en général quand tu dis ça, derrière, ça marche plus. On te rappelle, tu dis non, l'emploi du temps c'est bien rempli depuis. Non mais là ça va, c'est tranquille, c'est cool, c'est l'arrivée du printemps. Moi je te propose une balade. À travers ton parcours, on va d'abord commencer à parler de tes débuts, parce que ça c'est important. Alors j'ai appris, en finant comme ça un peu, alors tu me diras si c'est vrai ou pas, j'apprends que tu découvres un peu le métier de manière complètement hasardeuse. Parce que d'abord un peu comme nous tous, je pense qu'on a... Tu donnes la réplique d'abord à un copain, oui, c'est ça le truc. Ah oui, tu as cette anecdote de folie, c'est vrai. Et le prof trouve que... Alors, je laisse raconter on jouait Don Juan de Molière, dans lequel, à un moment donné, Don Juan va parler à la statue du commandeur, qui est un homme qu'il a tué lors d'un défi amoureux. Il a tué cet homme s'était fait construire une statue et il va devant la statue de ce commandeur. Tu fais la statue. Et moi je joue la statue et il demande à son valet de parler à la statue et la statue répond, la statue bouge. Donc le valet est complètement effaré. J'ai vu ça en plus il n'y a pas très longtemps à la télé avec Pierre Brasseur et Michel Piccoli. C'était quand même assez impressionnant de voir ces deux monstres jouer. Et la statue joue. Et moi, j'avais donné la réplique en étant la statue. Et mon pote, ce pauvre garçon, il a entendu de la part du prof du conservatoire, la statue joue mieux que toi. Donc, moi, ça m'a motivé déjà. Je suis revenu. Et lui, il a abandonné plus ou moins le métier. Mais c'est une anecdote assez violente, surtout que ce pote, je le revois régulièrement. Ouais. Je suis en vacances encore avec lui la semaine prochaine. Il a été visiteur médical. Voilà, il a fait toute sa vie comme visiteur médical. Son parcours a changé. Différent. Toi, du coup, tu rentres au conservatoire. Oui, au bout de 6 mois, je me rends compte que tout ce qui est didactique ne m'intéresse pas. J'ai l'impression de connaître ça par cœur parce que j'ai une âme de comédien et je le fais instinctivement. Donc, du coup, je prends tous mes potes du conservatoire et on monte un cabaret. Et on va jouer devant les gens, parce qu'on a besoin de jouer devant les gens. Dans ce cabaret qui se joue à 3, la première journée, il y a 60, il y a nos potes, etc. La fois d'après, on remet une demi-affiche, il y a 100 personnes. La troisième fois, on refuse du monde et on dit « Oh là là, arrêtez ». Mais on ne prend pas d'argent, c'est complètement gratuit, etc. Et là, à partir de là, vient nous rejoindre Jean-Marie Bigard, parce qu'on est Troyens tous les deux. On monte cette troupe un peu anard ensemble, et puis après, on part au théâtre de Bouvard, etc. Est-ce qu'il est vrai que tu voulais d'abord être prof de sport ? Oui, je voulais être prof de sport et j'ai failli me noyer pendant le concours du STAPS. Mais non, mais c'était un concours de ouf. Ça commençait le matin à 10h par un 100 mètres. Moi, je courais le 100 mètres en 11-1, c'était énorme. Donc, je mets tout là-dedans. Je fais le meilleur temps. Après, il y avait un 800 mètres à courir. Je me remets en forme. Je tourne à 800 mètres. Après, il y avait des trucs théoriques. Après, il fallait faire du basket. Après, il fallait faire du foot. Après, il y avait encore un peu de la théorie. Mais je m'étais crevé la paillasse. J'avais tout fait à fond la caisse. Et quand je suis arrivé à la piscine, qui était la dernière épreuve à 18h, au bout de 150 mètres, j'ai commencé à couler. Je dis, je ne vais pas y arriver. Il me manquait 50 mètres pour être reçu. Le mec me dit, mais vous étiez reçu. Ouais. Et j'ai failli me noyer. J'avais plus de force. Voilà. C'est bizarre, hein? Écoute, c'est peut-être l'image de la vie. Voilà. Oui, c'est comme ça. Et puis de toute façon, tant mieux pour nous. J'ai envie de te dire. J'en sais rien. J'aurais pu faire ça. Tu sais, on peut avoir 2 ou 3 carrières. Hein. J'aurais peut-être fait ça 1 ou 2 ans. Jean-Marie a fait ça aussi. Ça a été un peu ton cas, parce que télévision, radio, oui, j'ai tout fait, j'ai touché à tout. Il y a plein de choses que tu as. Il y a des regrets ou pas? Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, non, j'aurais dû m'orienter sur autre chose? Non, je suis super content de tout le chemin que j'ai fait. Je suis un peu moins content de la période qu'on vit, mais je crois qu'on n'est pas nombreux à en être content. Donc ça, c'est pas un scoop. Mais sinon, non, tout ce que j'ai fait sur le chemin, j'ai aucun regret. C'était super bien. Et je vais pas dire le meilleur est à venir, parce que je déteste la chanson quand même de
de Grand Corps Malade en ce moment qui dit nos meilleures années, etc. Et tout, c'est un peu défaitiste. Mais je pense pas non plus que le meilleur est à venir. On a passé des bonnes années et on va encore en passer des bonnes. Voilà. Alors, en tout cas, on fera tout pour, tant qu'on est... on a les pieds la sur niaque et l'envie, et puis tant qu'on est heureux d'être là, voilà, exactement. Ce qui manque le moins, c'est le désir, c'est ça. Ce qui nous maintient en l'air, c'est le désir. Il faut absolument avoir des désirs et des projets. Restimuler. T'as passé comment cette période un peu moi, je me suis plus ou moins... Elle est arrivée, elle a été compliquée juste un an avant, puisque moi, j'ai été viré à ce moment-là, 2017. Après l'année 2018, c'est une année tampon où je me suis protégé. Et puis après, est arrivé ce Covid, où, ma foi, on s'est installé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maison dans le Sud. On s'est installé dans cette maison dans le Sud et on a attendu que ça passe, quoi. Mais je l'ai mal passé parce que je l'ai passé en révolte permanente, parce que je trouvais ça dégueulasse. Je trouve que le couvre-feu, c'est un truc qui n'aurait jamais dû exister. On doit faire confiance aux gens. Le vaccin obligatoire, je trouve que c'est dégueulasse. Je ne suis pas anti-vax pour autant, mais je trouve que voilà, moi, c'est marrant qu'on soit obligé de mot, c'est la liberté. Justifier à chaque fois. Mais exactement, on a pris des lois sur lesquelles on ne reviendra jamais et qui vont continuer à nous poursuivre. En ce moment, tu vas dans certains supermarchés, on t'oblige à rentrer par une porte, à ressortir par l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ça? C'est pas la liberté. La liberté, elle doit exister à tout crin, à tous azimuts, partout. Voilà, et là, on a vraiment beaucoup rogné sur la liberté. Peu importe ce qui se passera avant ou après les élections, mais on a déjà trop rogné. Il va falloir regagner tout ce temps et tout ce terrain perdu. Et ça va être compliqué. Dis-moi, Tex, est-ce que, alors justement, parce que tu parlais de liberté, est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu plus libre dans la création? Est-ce que l'artiste aujourd'hui est libre de créer? Quand sont arrivés les premiers réseaux sociaux et les premières résonances qu'on leur a données, parce que maintenant on leur donne une énorme résonance, il ne faut pas tout jeter dans les réseaux sociaux, parce que ça serait une très mauvaise formule. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais quand sont arrivées toutes les mauvaises choses des réseaux sociaux, nous, ça nous a suspendus dans la création. Beaucoup d'artistes, que ce soit des peintres, des mecs de one man ou des mecs qui écrivaient des pièces de théâtre, tout le monde a commencé à se freiner et à avoir des réflexions on se faisait peur nous-mêmes en faisant nos réflexions en se disant c'est incroyable que je puisse commencer moi-même à penser comme ça. Donc oui, ça a freiné en tout cas moi, en ce qui me concerne, ça a freiné ma créativité. Je me suis dit ça sert plus à rien. Il y a des choses aujourd'hui, lorsque tu veux écrire une vanne, oui, inconsciemment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oula, ça passera pas. Inconsciemment, tu te dis. Tu testes même plus sur scène? Non, moi je l'ai fait. Sur scène, je l'ai fait. Puis je regarde les réactions, mais ça a existé un petit peu avant, avant qu'il y ait tout ce tollé général sur les vannes et sur les humoristes. Moi, je suis une des premières victimes de ça. C'est un truc incroyable. Il y a un mec j'ai un pote à moi, il m'a dit t'inquiète pas, tu seras sur les livres d'histoire. Tu dois être dans les premières victimes de ça. J'espère juste que ça va s'arrêter, mais donc. Soi-même, on se restreint et on restreint donc le rire, parce que le rire, c'est se moquer, etc. L'autre jour, je me suis fait une réflexion, je dis putain, c'est dingue, on pouvait se moquer de tout le monde et maintenant les victimes ont le droit de se plaindre. Alors, c'est 10 ou 7 ans que tout le monde dit bien sûr que les victimes ont le droit de se plaindre, mais si toutes les victimes ont le droit de se plaindre, il n'y a plus de victimes, donc il n'y a plus de rire, il n'y a plus qu'un monde de chiffre-molle et de béni oui ou de gens. Mais j'en vois plein dans la rue là. Un monde je viens de faire un tour ça faisait longtemps que je n'étais pas dans Paris, et là, comme je venais à faire cette interview, j'ai fait un tour du pâté de maison et je trouve que c'est devenu gnangnan. Je trouve que la plupart des trucs sont devenus gnangnan. Mais bon, je veux pas faire le réac, donc je vais dire qu'il y a encore des bonnes choses. J'espère que les jeunes s'amusent encore. Mais c'est gnangnan, quoi. Voilà, j'avais fait un sketch qui s'appelait Monsieur Gnangnan. Monsieur Gnangnan, il était content qu'il y ait des caméras dans la rue parce que Monsieur Gnangnan, on le surveille. Puis de toute façon, lui, il sort pas parce qu'à 19h, il y a des trucs bien à la télé. Puis la télé, ils ont dit qu'il fallait rentrer à 19h. Puis c'est pas mal cette histoire de couvre-feu, etc. J'avais écrit avant le couvre-feu. Et après, je me suis dit, ça va tellement vite. Donc voilà, mais je trouve que ce monde est gnangnan. Je te sens blasé, c'est une impression. Ouais. Un petit peu. En ce moment, oui. Puis moi, j'ai eu des belles années. Je suis tellement amusé, je suis tellement éclaté. Tu vois, j'aime pas la chanson de Grand Corps Malade, mais j'ai presque envie je suis en train de la reprendre inconsciemment. Non, j'ai bien profité. Moi, je me suis bien amusé, donc j'essaye de trouver maintenant comment encore s'amuser. Oui, encore profiter un peu. Si par exemple Coluche ou des proches étaient encore là, ils auraient pensé quoi de cette période? Mais je pense qu'ils auraient fait comme moi à un moment donné. On s'use avec le temps. Je vois quelques-uns de mes camarades humoristes aussi qu'on voit de moins en moins, parce qu'on s'use, on a moins envie d'aller au carton, parce que nous on va au carton depuis la première année. Moi je sais que j'ai fait l'Olympia en 2005 et en 2008, c'était mon rêve, mais il m'a fallu aller 10 ans pour arriver à l'Olympia. Je mettais toute mon énergie, c'était une fatigue, même de l'argent, ça, c'était des investissements, etc.
Et tout ça, tout ce chemin parcouru, on n'a pas envie de le refaire. Voilà, c'est ça. Et refaire le chemin, voilà, je plains un peu les jeunes humoristes, mais en fait, je les envie parce qu'ils ont la force et la niaque. Mais au-delà de ça, moi, perso, j'ai pas envie de le refaire. C'est peut-être ça qui peut faire que je peux paraître blasé. J'ai plus envie de refaire ce chemin, quoi. Voilà, je l'ai déjà fait. L'humour est lissé aujourd'hui? Non, il y a des mecs qui osent plein de trucs. Hein. Ouais. Non. Là, dernièrement, au téléphone, là, il y a un pote, il m'a parlé d'un sketch d'Artus. Artus, c'est pas un poulet de la veille, hein, mais il fait des sketchs sur les handicapés, des trucs que moi, j'aurais jamais osé faire. J'ai vu des mecs aussi tenter des trucs sur scène que j'aurais jamais osé faire. Donc, on était déjà nos propres... Non, le plus chiant, c'est quand la justice populaire te dit plus lui. Ou ça, c'est pas drôle. On s'en fout. Si ça fait rire, nous, on a, j'en parlais l'autre jour, des vertus pédagogiques quoi, de l'humour. Nous, on sert dans l'humour à boucher des trous, quoi. Les gens, ils ont envie qu'on dise du mal d'un tel. Nous, on va dire du mal d'un tel. Et voilà, et ça va leur faire du bien. Et moi, au moment où je fais cette vanne sur les femmes, c'était trop, quoi. Tous les mecs, on prenait dans les carreaux. Maintenant, ils ont accepté. Les mecs, ils prennent dans les carreaux, tout va bien. Mais moi, c'était en réaction à ça, tu vois. Et je trouve que nous, notre rôle d'humoriste, c'est d'être toujours en réaction. Alors, moi, j'ai un peu fouiné, j'ai un peu cherché certaines interviews, etc., des articles. Cette blague-là, tout le monde le sait, peut-être que d'autres ne le savent pas. En tout cas, ça a été prouvé. Cette blague-là a déjà été... Oh là oui, voilà. Oui. Donc, quelle est ta version à toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand c'est texte qui la raconte, ça fait tout un tollé? Parce que, Pierre Bénichou l'avait déjà raconté. Non, mais je pense que moi, celui qu'ils ont puni, c'est l'animateur télé. Et j'ai été puni par un autre animateur télé qui était Courbet, qui dit « Oh là là, on n'a pas le droit de raconter ça ». Quelqu'un qui dit « On n'a pas le droit ». Voilà, moi, je suis pour la liberté. Donc, quelqu'un qui va me dire « On n'a pas le droit », ça devient directement mon ennemi. J'ai pas le droit de quoi? On n'a pas le droit de rouler vite en voiture. Ok, d'accord, alors on est sanctionné, etc. Mais si on a le droit de rouler, on a le droit. C'est une connerie, mais il ne faut pas le faire, mais on a le droit. Et quelqu'un en face de toi te dit, on t'a pas le droit de faire ça. Bon, c'est la fin, quoi. C'est la fin de tout. Surtout nous qui sommes au-delà, qui sommes que dans la fantaisie, etc. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la fantaisie, faire rire et tout. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que je suis blasé, parce que qu'est-ce que c'est lourd maintenant. Il faut se justifier de tout, machin. Ça, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai une personne que j'aime beaucoup, mais qui n'est plus là, que tu as connue également, qui un jour m'avait dit une blague, on ne l'explique pas. Ah bah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ou alors, ça veut dire qu'on est avec des gens qui comprennent les choses au premier degré ou qui les comprennent au premier degré. Donc, il y en a qui sont terribles, des vannes et tout. Écoute, moi, la dernière que j'ai écrite, si je commence à l'expliquer, elle est dingue, mais je vais te la faire. C'est je voudrais remercier Maurice André et toute son équipe de marketing. Voilà. Donc ça, cette vanne, moi, je me la suis dit 3 fois, ça me fait hurler de rire. Je suis sûr qu'elle te pose plein de questions, mais tu as peut-être déjà la réponse. Mais moi, ça me fait hurler de rire. J'ai raconté ça à Philippe Chevalier, là, avec qui je suis beaucoup en contact en ce moment. Ça l'a tué de rire. Voilà, on cherche toujours des vannes comme ça. Lui, pendant longtemps, je l'ai tenu sur Roger Sampel. Bonjour, je l'appelle au téléphone, je dis bonjour, c'est Roger Sampel du fameux duo. Tu l'as ou pas, celle-là? Non, je ne l'ai pas. Donc, il est resté 5 jours sans comprendre. Et lui, c'était Grino. Donc, c'était le fameux duo Sampel et Grino. Donc, allô, c'est Roger Sampel du fameux duo. Non, mais voilà, là, je l'explique. Mais normalement, j'aurais pu la laisser en suspens. Il fallait la laisser en suspens. Oui, j'aurais pu. Mais là, en radio, il faut expliquer. Et tu vois, si j'avais, au moment où je fais cette blague à la télé, d'habitude, ce que je fais sur scène, c'est que je disais aux gens, on ne peut pas laisser dire un truc comme ça, il faut hurler les femmes et tout. Et c'était très pédagogique, tu vois, c'était pour faire hurler les femmes. Et c'était une vanne que je m'interdisais absolument aux amours à cause de ce premier degré, etc. Mais là, j'étais dans une émission, j'étais en tant qu'humoriste, etc. Et il fallait la comprendre au 2e ou au 4e degré. Et ça a été lu, c'est débile après. Voilà, il ne faut pas expliquer une blague, c'est sûr. Non, il ne faut pas expliquer une blague. Sûr. Est-ce que tu as des projets d'écriture? Parce qu'on a quand même envie que tu reviennes sur Non, mais j'ai déjà, tu sais, avant le Covid, j'avais écrit 2 one-man shows. Il y en a un que j'ai joué juste après avoir été viré. Puis comme il était un peu trop revanchard, je l'ai arrêté et je l'ai remplacé par un autre qui s'appelle Résiste. Et maintenant, il a changé de nom, ça s'appelle Votex. Mais comme il y a eu ce drame du Covid, on va dire, qui nous a tous suspendus, nous, les programmations, ça revient gentiment, doucement, etc. Mais j'en ai 2, tu vois, à exploiter qui n'ont pas été joués.
Ce que j'attends plus volontiers, c'est une belle pièce de théâtre. Mais là, j'en ai vu. Il y en a 2 dans lesquelles on m'a proposé de jouer. C'est pas assez fort, c'est pas assez bon. Pourquoi ? Donc parce que l'écriture est pas assez forte et le projet est pas assez intéressant. Et j'attends un beau projet intéressant. J'en avais un avec Henri Guibet qui était très très bien. Et puis on devait jouer au Café de la Gare. Et pareil, c'est délicat en ce moment, c'est difficile. On avance, on recule. Donc il faut le faire, tu vois. Mais tout ce chemin. Il faut y aller, il faut se bagarrer. Moi, je l'ai déjà tellement fait que j'ai plus envie de le refaire. Voilà. Il se porte comment le théâtre, d'après toi ? C'est dur de remplir les salles. Il y a de plus en plus de propositions. Les 3 derniers à Avignon, ça a été difficile pour ceux qui les ont faits. J'espère que cette année, il va y avoir un renouveau à Avignon, parce que moi, j'y vais assez souvent quand même. Tu vois, j'ai même un projet pour aller faire des émissions là-bas. J'espère que ça va renaître, mais... C'est les gens qui sortent plus, mais les gens ils sortent très peu les gens se sont habitués à rester. Même dans les stades, voilà, même dans les stades de foot et même dans ces trucs-là, les gens sortent plus et c'est un vrai drame. Alors je sais pas si ça va revenir. Là, ça va être le beau temps, les gens vont sortir, mais pas dans les théâtres. Hein. Oui. On sait très bien que avril, mai, juin, c'est pas une période propice au théâtre, mais les périodes que sont octobre à décembre où les gens sortaient, même ça c'est très très délicat en ce moment. Voilà, je pense que le théâtre se porte mal à cause des fréquentations des spectateurs. La télé, tu penses que la télé, Netflix, les réseaux sociaux, tout ça, est-ce que tu penses que ça a joué en défaveur de la... Ah oui, inévitablement, parce que maintenant tu peux avoir n'importe quel humoriste sur des plateformes. Ouais. Moi, je sais que quelqu'un qui veut trouver mes spectacles, il peut le trouver sur les plateformes, même si j'ai rien signé, quoi. Donc on peut avoir le type de divertissement qu'on veut au moment où on le veut, sur le support qu'on veut en plus, parce que maintenant il y a les iPads, les téléphones, les télés connectées, etc. Maintenant, on est vraiment au siècle de l'image, on y est arrivé, on l'a voulu, on y est, c'est plutôt une avancée technologique, on ne va pas pleurer là-dessus, mais c'est sûr que le spectacle vivant s'en ressent. Moi, je suis un homme des cabarets au début. Oui, les cabarets, c'est mort. Après, il y a eu les cafés-théâtres. Les cafés-théâtres sont en train de s'éteindre doucement, gentiment, etc., etc. Donc, un clou chasse l'autre. Maintenant, c'est les comédie-clubs. Ça va, au fur et à mesure, ça va aussi être remplacé par d'autres choses. Mais c'est les fréquentations. Vraiment, le vrai problème, c'est les fréquentations parce que les gens ont un choix. La liberté, c'est le choix. Donc, je ne peux pas cracher sur ce choix. Et comme la liberté, c'est le choix et qu'on a le choix en ce moment, le théâtre, il en souffre. Si tu avais à choisir entre télé... cinéma, série... Tout dépend du projet. Tout dépend. Tout dépend du projet. Tu te fermes aucune porte aujourd'hui ? Je me ferme aucune porte et je suis tellement... Je me souviens, à l'époque où je tournais comme une horloge, j'avais 3 emplois du temps. Moi, c'était fou. Moi, je terminais des fois les enregistrements des émissions des Amours et je prenais une moto-taxi pour aller prendre un train qui m'emmenait à Lyon pour jouer à 11h à Lyon devant 3000 personnes. Et j'allais dormir à l'hôtel à Lyon, j'étais massacré. Je me levais à 7h30 du matin, je reprenais un train à Lyon et à 10h, je retournais les émissions. C'est fou. Donc, cet emploi du temps de ouf, je l'ai eu pendant facilement 15 ans de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Tu es capable aujourd'hui de recommencer ou pas ? Non, je me concentrerai. Avec l'âge, je crois que je me concentrerai sur les bons et beaux projets. C'est pour ça que... Alors, c'est quoi justement un bon projet pour toi ? Une bonne pièce de théâtre. Tu vois, il y a un truc en ce moment que j'adorerais adapter. Ça s'appelle La Prière aux étoiles. C'est un truc de Marcel Pagnol. Ça, c'est un beau projet. Il y a des beaux textes, il y a des choses comme les premières pièces de Molière aussi. Moi, j'adorerais aller là-dedans, dans ce type de théâtre-là. Ça, c'est pour le théâtre. Un beau projet de one-man show. On en a fait un il y a quelques années. On a fait une tournée avec les Éternels du Rio. On est parti avec Péchin, Dieu ait son âme, mon Pierrot, Popek, Bigard, Ménez. Il y avait aussi Jolivet, Magdan. Enfin, là, ça, c'est des beaux projets, quoi. On est tous entre potes, il n'y a plus d'enjeux, etc. Et puis au cinéma, le cinéma, tu chopes un beau scénar ou un beau court-métrage, et puis moi, je fonce sur tout ça. Ou même des projets de radio. Je serais capable de me lever le matin pour faire une belle matinale si on me propose des choses comme ça. Est-ce que toi, de ton côté, tu proposes des choses ? Non, parce que j'ai toujours été un enfant gâté. Et puis je te dis, je l'ai fait les premières années. Voilà, les premières années, je suis allé taper à toutes les portes, etc. Et puis après, j'ai eu ce qu'on appelle des appels entrants. C'est les gens qui m'appellent et je regarde mon emploi du temps, je dis je suis libre ou je suis pas libre. Et voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est ma manière de faire maintenant. Alors, il faudrait peut-être que je la change. Est-ce qu'il ne faut pas changer de manière aujourd'hui ? Peut-être, j'en sais rien. Mais oui, mais ça voudrait dire, c'était le début de notre discussion, ça voudrait dire que je m'y remets, quoi. Ouais. Et je sais pas, j'ai plus la niaque ou l'époque n'est plus à cette niaque-là. Mais tu disais que le moteur de la vie est le plaisir et d'avoir des projets. Alors, c'est peut-être
mais j'en ai des projets. Mais moi, partir en week-end, faire du golf avec des potes, c'est un projet. Hein. Rejoindre des amis dans un lieu de vacances où on va être 6 ou 7, c'est aussi un projet. Aller voir des potes, faire des voyages. Il y a plein de types de projets. Puis il y a tous ces projets que je n'ai pas eu le temps de faire pendant que j'étais né dans le guidon. Ouais. Donc, je rattrape. Aller faire un festival du cinéma indépendant au fin fond du Tarn-et-Garonne pendant 4 jours, ça peut être un projet, etc. Ce week-end, j'en avais 4 des projets. Tu vois, l'ouverture d'un café-théâtre où je devais être parrain, etc. Puis, ça a été décalé. Je devais aussi aller à Beaune avec des amis, faire un week-end dans le vin, etc. et leur faire un spectacle. Et puis, comme j'avais le premier projet, je n'ai pas pu faire le deuxième et je me suis accroché sur un troisième. Donc non, j'en ai quand même, j'ai des idées, quoi. J'ai des envies, plein de choses à faire. Dis-moi, Tex, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui aux gens qui démarrent dans les médias, dans l'humour, par exemple, puisque tu en es aguerri? Je dirais 2 choses. Je dirais il faut rêver sa vie et après vivre ses rêves. Mais il faut déjà avoir des rêves. Hein. Et après, tous les rêves que tu as, tu peux les vivre. Quoi. Moi, quand j'avais 17 ans et que je rêvais de faire l'Olympia, c'était un truc impossible. C'est un truc de fou. Et je l'ai fait 2 fois. Ça, c'était une espèce de rêve ultime pour moi. Surtout que j'arrivais de la province, etc. Comme on en a parlé. Et puis après, il faut avoir d'autres rêves. Il faut qu'à un moment donné, j'ai rêvé d'avoir une émission de télé et je l'ai eu, quoi. Et après, j'ai rêvé de remplir des salles. Ça a été fait. Là, mon rêve, je ne sais pas précisément ce que c'est. J'ai des envies comme une belle pièce de théâtre ou de projet au cinéma. Mais ça, on attend tous un peu des choses comme ça. Ça, ce serait le premier conseil que je donnerais, c'est de rêver votre vie et puis vivez vos rêves derrière ça. Ayez des rêves et vivez-les. Et puis le deuxième, c'est de faire les choses sérieusement, le plus sérieusement possible, mais sans se prenant jamais au sérieux. Vraiment, faut rester au pied de la déconne. Et tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Et même pire que ça, tout ça n'existe pas. Ouais. Voilà. On va pouvoir en faire une autre émission et pouvoir philosopher. Exactement. Alors, juste pour savoir, la dernière fois que tu as été au théâtre, c'était quand? Alors, la dernière fois que je suis allé au théâtre, j'avais envie d'aller voir Charlie et la chocolaterie. Oui. Et parce que j'avais envie de jouer dedans. Philippe Hersens, c'est vrai. J'avais appelé Philippe et je lui ai dit, écoute, j'adorerais, mais il me dit... Tu voulais jouer quoi? Justement, il me dit, il n'y a pas de rôle qui corresponde à ton âge. Je ne peux pas te faire jouer le petit vieux. Je ne peux pas te faire jouer... Il n'y a personne entre 2 âges comme toi, donc je ne trouve pas grand-chose à te faire jouer. Mais j'aurais pu. Ouais. En l'ayant vu, j'aurais pu faire le père d'un des gamins, etc. Et j'ai trouvé ça formidable, fantastique. C'est fantastique, c'est incroyable, Charlie et la chocolaterie. Il a fait un travail incroyable, je ne sais pas si tu l'as vu. Bien sûr, évidemment. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est onirique, qu'est-ce que c'est beau. C'est un manège de Disney. C'est fabuleux parce que c'est bien fait aujourd'hui avec la technologie. On peut faire des choses extraordinaires. Ils ont fait des trucs incroyables. Voilà, pas beaucoup de moyens, mais beaucoup de travail. Moi, on avait assisté... aux répétitions, etc. Il y a un travail colossal. Ah oui, tout le monde a travaillé de folie. En amont, c'était magnifique. Si on a envie de te voir, si on a envie d'aller voir Tex... Moi, j'ai un site qui s'appelle Tex-Humour, mais je m'en occupe pas. Je devrais, mais normalement, il y a les dates. Tu fais des vidéos sur Internet, etc., comme beaucoup d'humoristes? Non, j'en fais de temps en temps pour me marrer. Ouais. Surtout, je diffuse un peu mes conneries. Il y a un site qui s'appelle Tex Officiel. Vous allez sur Tex Officiel, j'annonce toutes les dates que je vais faire. Là, les prochaines, écoute, attends que je dise pas de bêtises. Je devais donc jouer le 1er avril, c'était annulé. Le 20 avril, je serai dans un festival en Belgique à Profondeville. Le 29 et 30 avril, je suis à Lamballe, dans un petit café-théâtre. Ça fait longtemps que je devais aller faire ce truc-là, puis j'ai des copains là-bas, donc j'y vais. La semaine d'après, je suis le 6 mai du côté de Narbonne, le 7 mai du côté de Gien, dans un endroit qui s'appelle Boine. Et puis après, je ne sais plus. Voilà, tu vois, mais j'ai quand même quelques dates qui sont programmées. Il y a un gros truc aussi à faire à Gémenos, qui est à côté de Marseille. On va aller jouer au Silo à Marseille pour une association. Je serai avec Gérald Dahan, Jean-Luc Lemoine, Éric Antoine. Il y a un gros casting. Et puis voilà, régulièrement, je rentre des dates et puis je dis oui ou non. J'ai une dernière petite question que je viens de pondre là à l'instant, pendant que tu me parlais. Est-ce qu'avec l'âge, avec l'expérience, on a moins de pression? Ah oui. On a envie de s'amuser, en fait. On n'est pas dans le chiffre, on n'est pas dans le... Moi, je peux pas lâcher le chiffre, par contre. Ça, c'est important. C'est un truc assez terrible pour moi. C'est important, le chiffre. Hein. Et quand tu commences, tu fais des salles de 10. Après, tu veux faire des salles de 50, de 100, de 200 et tout ça.
Chiffres, performance ou ça n'a rien à voir? Ça dépend des personnalités. Moi, ma personnalité, elle est beaucoup tournée autour du chiffre. Parce que peut-être je suis un matheux, etc. Et donc, je calcule, tu vaux ce que tu rapportes. Voilà. Donc ça, après, après, on est aussi dans le chiffre, etc. Donc moi, c'est peut-être la seule chose qui me maintiendrait en l'air. Sinon, donc, continuer à y aller pour le chiffre. Au-delà de ça, ici, le début de la question, c'est est-ce que j'ai encore des envies? Non, la question, c'était est-ce qu'avec l'âge, on est moins dans la performance, on a envie de s'amuser, on a envie de se retrouver en copain. Oui, mais la sérénité, justement, c'est quand je parlais des légendes du rire là, qui s'appelaient les éternels, là, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de concours. Quoi. Des concours d'humoristes, j'en ai gagné plein, j'en ai fait plein. Et quand on était tous ensemble, il n'y avait plus d'enjeu. Sauf qu'il y en avait certains d'entre nous, je ne peux pas vous dire les noms, c'était surprenant, ils étaient encore dans la compète. Et qui est-ce qui a fait le plus rire ce soir et c'était étonnant. Mais c'est ceux qui sont encore le plus mordus de ce métier. Voilà, c'est les plus enragés. Voilà, donc tant mieux pour eux. Moi, je suis peut-être moins enragé que j'ai été. Il faut dire que j'étais très enragé. Hein. Les 3 premières années de ma vie, j'ai joué 2000 fois. C'est un truc de fou, parce que je faisais 3 ou 4 cabarets par soir. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup joué. C'est pour ça que maintenant, je me dis, ouf, c'est bon, hein. Oui, et puis on n'a rien à prouver ou ouais, encore voilà. Si, toujours. Dès que tu montes sur scène, t'as à prouver. Dès que tu montes sur scène, t'as peur. Si, t'as toujours à prouver. Ah oui, mais c'est même de pire en pire. C'est presque le truc qui pourrait te faire arrêter en disant « Ah non, ça va, j'ai plus envie d'avoir peur comme j'ai eu. » T'as déjà eu un trou de mémoire comme ça sur non, scène? T'as jamais... En vrai, si je dois exagérer, hein, j'ai joué au moins 5000 fois, tu vois, mais parce que j'ai joué les 2000 du début. Mais j'ai joué au moins 5000 fois et ça a toujours marché. J'ai jamais pris de bide. À un moment donné, tu rattrapes et tout. Il y a des fois, tu te laisses aller dans le bide, tu dis « C'est incroyable » et tout. Et puis tu rattrapes et tu finis par, comme on dit, là, les avoir, les gens. Tu finis par les niquer et tout. Donc, j'ai toujours eu ça. Au moins, allez, on va dire, sur 5000 fois, je l'ai eu 4998 fois. Mais j'ai jamais vécu le bide. Donc, c'est un truc tu te dis un jour, ça va arriver, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être ce soir. Et puis, tu finis, tu fais un énorme carton. La dernière fois que j'ai joué, j'étais pas sûr du tout de moi. J'ai joué au Don Camillo. On m'avait demandé de venir faire une spéciale. Et c'était mon pote Sylvain Collaro qui m'avait demandé. Et je me suis dit, oh là là, c'est dur le cabaret. C'est dur le cabaret. Les gens, ils mangent, etc. Enfin, je venais de voir les 3 qui sont passés devant moi. Je me suis dit, oh putain, et maintenant, vas-y, mon pote. Donc, j'y suis allé. Et à la fin, les gens, ils se sont mis debout et tout. Ils ont fait, c'était génial. Ils m'ont tous demandé des photos. C'était incroyable. Alors que moi, je me suis dit, tu vas prendre un beat. Tu n'aurais jamais dû dire oui. Et voilà, donc ça veut dire que je sais faire. Voilà, je sais faire. Depuis le temps, tu devrais le savoir. Je pense qu'on l'aurait su autrement. Texte, chaque fois je te dis, c'est une dernière question, mais j'en ai 36 000, je crois qu'il va falloir que tu reviennes. On en fera un autre. Juste un petit truc. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer face à un public masqué? Ça fait quoi? Alors, les premières fois que ça m'est arrivé, j'ai joué plusieurs fois devant des publics. Les premières fois que ça m'est arrivé, j'ai foutu un bordel. J'ai dit, voilà, moi, je suis contre les masques, etc. Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Mais vous faites comme vous voulez. Mais là, on est au théâtre. Vous avez 1 mètre entre chaque, etc. J'ai fait une petite théorie en fun, hein, rigolote, pas aussi sérieuse que je la fais là. Et il y a un mec au deuxième rang qui me dit, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, je garde le masque. Et ça m'a un peu calmé. Parce que je dis, vous avez raison, monsieur. Faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en entendant le mec dire ça, je me suis dit, voilà, ma liberté, c'est la mienne. La sienne, c'est de garder le masque. Donc, chacun pose la liberté où il veut. Et on est tous des individualités. Donc, on est tous des cas particuliers et on a tous un regard particulier sur la maladie, les masques, etc. Donc, je ne me permettrai pas de juger. Mais ça fait quoi, justement? C'est chiant. On n'a pas l'émotion. C'est insupportable. On n'a pas les rires, on n'a pas... C'est compliqué ou pas? Ah, mais c'est pire que ça. Moi, j'ai annulé 5 dates. J'ai dit au mec, je viens pas. Je viens pas. On est encore dans cette période où les mecs ont les masques. Alors, il y avait le chiffre aussi, hein, parce que le chiffre, il était tellement down. Le mec me dit, ouais, on a quand même 50 réservations. J'écoute 50 mecs, ils vont être étalés dans une salle de 200 avec des masques et tout. Je dis, c'est chiant. Je le ferai à un autre moment. Décale cette date. Et j'ai décalé facilement entre 5 et 10 dates, voilà, parce que je déteste ça. C'est de l'anti-métier pour moi, vraiment. Être devant des gens qui sont masqués et qui ont peur. Toi, tu viens pour décontracter les gens et ils ont peur.
Ouais. Donc, excusez-moi. C'était pas la bonne période. En tout cas, on va quand même croiser les doigts parce que j'aimerais qu'on soit positif. Voilà, sur une note positive. Mais je pense pas être négatif en disant tout ça. Le fait d'appuyer sur les choses qui font mal, ça crève le plus et après ça dédramatise. Ouais, c'est vrai que et c'est notre rôle. J'avoue. Alors on me dit souvent ne donne pas ton avis, c'est pas bon pour toi, mais je vais quand même le donner, c'est pas grave. Moi, je suis très en colère, voilà, parce que la culture en a beaucoup souffert. Ah oui. Les comédiens, tous les gens qui gravitent autour de ce métier. On sait même plus qui est notre ministre. Hein. Voilà, et le ministre, malheureusement, on l'a pas beaucoup entendu. Donc c'est vrai que voilà, j'avais envie de terminer par une note un peu plus C'est-à-dire positive. que quand ton ministre, c'est une pharmacienne, ça ne va pas t'aider à dire non. Justement, tiens, on va parce que là ça, c'est bientôt les élections arrivent. Ouais. Les gens vont devoir faire leur choix. J'ose espérer qu'ils feront le bon choix. Est-ce que si tu devais nommer un ministre de la Culture qui représenterait la culture, ce serait lequel pour toi? Patrice Laffont. Non, je dis Patrice Laffont parce que Patrice, je trouverais qu'il aurait dû être directeur des Jeux à France 2. Ouais. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît ce métier, qui connaît le machin, voilà, c'est marrant. Qui aime les artistes. Ouais, voilà, puis qui est lui-même artiste, qui a fait et de la télé et du. Je dis Patrice parce que je le connais un peu et que son nom vient, mais tu sais, c'est autre chose parce que je pense qu'être ministre, c'est une charge, c'est une charge de travail et il n'y a aucun artiste qui est capable d'avoir des grosses charges de travail. Ouais. Mais enfin, j'ai envie de te dire, il va peut-être falloir que quelqu'un puisse le faire pour représenter enfin les artistes. Oui, mais regarde, dès que quelqu'un veut faire quelque chose dans un gouvernement, quel qu'il soit, le dernier en date, c'était Hulot. On va passer toute cette histoire qui lui est arrivée après. Mais au moment où il a voulu bouger l'écologie, on lui a dit non, tu fais pas ça, non, tu touches pas à ça. Donc, le mec, il s'en va à un moment donné. Il y en a eu plein dans plein de gouvernements. Moi, je suis là depuis plus longtemps, quoi. Et j'ai vu à chaque fois des ministres se barrer. Tu disais, mais il était bien, lui, pourquoi il se barre? Ah, bah, parce qu'il dit des trucs, personne ne l'écoute, alors il se barre. Ouais. Et Chevènement a fait ça en son temps, Rocard a fait ça en son temps, etc. Et si on remonte, le moulin de la politique n'est pas forcément au service de la réalité quotidienne. On l'aurait su. Ouais. Texte, merci beaucoup. Mais merci Jazz, à bientôt. J'allais te demander une blague, mais on va éviter. Si, je te l'ai fait. Bien évidemment, je plaisante. plaisante. Merci à toute l'équipe marketing de Maurice André. Merci infiniment à toi. Écoute, tu reviens nous voir quand tu veux. D'accord. Et puis, si jamais il y a des choses qui s'annoncent... Oui, volontiers, parce que là, je suis en train d'avancer sur quelques projets, mais je peux... Tu vois, j'ai quelques dates dont je t'ai parlé, mais je peux rien annoncer tant que les choses ne sont pas fermes et définitives, mais je suis disponible. Voilà, ça, c'est une réalité. Avis à tous les producteurs et mais les ça viendra auteurs. gentiment. J'en suis persuadée. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, Tex.